Bienvenue dans Parole de commerçant. Chaque épisode, je donne la parole à un commerçant indépendant qui vous partage ses réussites, ses échecs et ses secrets pour faire grandir son commerce. L'objectif, inspirer d'autres commerçants. Pour ce troisième épisode, je reçois Nicolas. Merci Nicolas d'avoir accepté l'invitation. Merci à Pour toi. commencer, comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, nickel, hein, après une période difficile de flotte, de gris, de tempête, de tout ce qu'on veut, le soleil brille, donc on est là, quoi. Tout va bien. Mais d'ailleurs, on pourra parler de l'influence du temps sur l'influence en boutique. Ça pourrait être un thème intéressant. Peut-être qu'on Ouais. y reviendra un petit peu après. Pour commencer, est-ce que tu peux d'abord te présenter personnellement, puis après Ouais, bien sûr. nous parler de ton entreprise. Je m'appelle Nicolas Fovana, donc je suis dirigeant de deux entreprises de coiffure, Elite. Le nom c'est Elite. On est rue Lieutenant-Colonel Faro à Brive depuis 2003, donc ça fait quand même 23 ans qu'on est installé dans la même rue. On a changé un peu d'endroit et on a agrandi un peu nos concepts. Donc j'ai un salon femme qui vient d'être rénové justement et qui fait 3 étages où c'est qu'on a tout ce qui concerne la femme et la beauté, avec un institut de beauté au dernier étage aussi. Donc c'est un concept store un peu particulier puisqu'on est sur un immeuble entier. Et à 10 mètres de là, on a Elite for Men. Là, c'est un concept store qui est uniquement pour les hommes, où c'est qu'on fait toute la coiffure en général, la barbe bien sûr, mais en plus de ça, on a un coffee shop et un bar à licence 4 où c'est qu'on vend de l'alcool, on fait toute la journée, on sert nos clients, les accompagnants et les gens de passage. Donc pour reprendre ce que tu disais, t'as plusieurs entreprises, plusieurs salons. Ouais. Euh, Tu as commencé par un salon, t'en as ouvert deux d'affilée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'historique Ouais, carrément. Nous, en fait, on a ouvert en juin 2003, donc le premier salon. On est arrivé sur la région parce que moi, je suis originaire de la région parisienne où c'est que j'ai appris mon métier avec mes parents. Je suis issu d'une famille de coiffeurs. On est tous coiffeurs dans la famille, donc on a repris un peu le flambeau, on va dire. Donc, on est arrivé en 2003 sur la région et puis au fur et à mesure, on a agrandi notre équipe et on s'est vraiment spécialisé dans le conseil, dans les produits de marque. Et dans tout ce qui est vraiment technique, coloration comme en coupe, on a suivi tout un programme de stage, moi et mon équipe, quoi. Et puis après, on a décidé il y a ouais, il y a 11 ans, 11 12 ans, je crois, d'ouvrir un salon exclusif homme parce qu'on partait à l'étranger. Je voyais ce qui se passait un peu dans les pays anglo-saxons et je me dis, bah ouais, pourquoi pas se respécialiser dans l'homme aussi. Donc c'est ce qu'on a fait. On a ouvert une petite boutique de 40 mètres carrés exclusif homme dans la même rue, dans la rue Lieutenant-Colonel Faro à Brive, hein. C'est toujours notre rue de prédilection. Et puis le succès est venu. La mode de l'homme avec la barbe aussi a amplifié au fur et à mesure. Donc on s'est retrouvé à l'étroit et j'ai eu la chance de retrouver un local sur 2 étages dans la même rue où c'est que là, on l'a acheté, on a tout cassé, on a tout transformé. Et on y a inclus donc le bar, le coffee shop, le bar à bière, le bar à vin. Et comme ça nous permet de travailler pareil sur 2 étages. J'ai 6 collaborateurs à cette adresse. Et là, en plus, avec le système de concept store où c'est que tu peux boire un café, prendre une bière pendant que tu te fais coiffer ou quand tu accompagnes quelqu'un, et ben ça plaît vraiment. Et ça nous a attiré une nouvelle clientèle aussi, qui est pas forcément des brivistes à la base, hein, qui viennent d'autres villes, hein, que ce soit Toulouse, Bordeaux, etc., quoi. Et qui disent, on n'a pas la chance d'avoir des lieux comme ça chez nous. Donc on est plutôt fiers et contents d'avoir lancé ça, quoi. Alors, il y a beaucoup de points très intéressants que tu as soulignés. Alors, juste pour revenir sur le début, tu avais commencé à ouvrir un salon homme-femme, puis dans un second temps, t'en as spécialisé un sur l'homme pour ouvrir un autre spécialisé sur la femme et Ouais, ce c'est concept ça. store. Ouais, c'est ça. Et vraiment, maintenant, on voit que, en tout cas, dans mon domaine, dans la coiffure, c'est vraiment 2 lieux et 2 prestats complètement différentes. La demande de la femme est complètement différente d'un homme. La fréquence aussi est complètement différente parce que maintenant, la moyenne de fréquence dans des salons hommes comme les miens, c'est à peu près 15 jours à 3 semaines où c'est que
l'homme vient se faire refaire sa coupe ou sa barbe pour être tout le temps nickel. Donc du coup, c'est deux, je dirais même c'est deux métiers différents là où c'est qu'il faut être le plus fort quoi, et se remettre en question en permanence. Donc ouais, ça avait plus de sens de clairement séparer les deux activités entre la coiffure homme et la coiffure femme. C'est déjà deux ambiances, même musicales, hein, j'irai jusqu'au bout, mais même chez nous, moi je suis hyper attaché à tout ce qui est détail. Et par exemple, l'ambiance qu'on va mettre dans le salon homme est complètement différente d'un salon femme, où c'est que la personne va passer 3 4 heures avec des mèches, avec une coloration, avec des choses comme ça. Donc elle a besoin de se détendre, elle a besoin d'avoir une personne appropriée à elle. L'homme a une autre attente. Même si nous, on marche quasi à 90% sur rendez-vous parce qu'on a très peu de place sans rendez-vous. Maintenant, on avait mis aussi en place, ce qui est intéressant, les applications de réservation en ligne. Donc, on le voit bien. Heureusement qu'on a fait ça parce que maintenant, ça nous permet aussi que même le week-end, les gens prennent rendez-vous. On a de moins en moins de sans rendez-vous parce que les gens ont leur application, ils gèrent leurs rendez-vous en ligne. Ils peuvent même payer en ligne. Enfin, voilà, quoi. On a essayé de se moderniser, d'amener quelque chose de nouveau dans la profession. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup du concept store plus en détail ou est-ce que c'est une création personnelle? Est-ce que tu as trouvé d'autres inspirations? Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail du coup de cette boutique? Enfin, si Ouais, on bien peut appeler sûr. ça une boutique, je sais pas comment appeler vraiment Ouais, ouais, le carrément. second En fait, établissement. nous, dans les deux salons, de toute façon, on a voulu faire des salons qui n'existaient pas forcément sur la région. On s'est toujours réinventé. On a toujours fait des événements aussi en dehors de nos salons, que ce soit pour Movember, pour l'association Movember. En fait, c'est tout ce qui concerne les maladies de l'homme, et ça depuis des années. On sort de nos salons pour aller dans des endroits où c'est qu'on nous attend pas. Donc, on l'a fait dans des bars à bière, on l'a fait à la Halle Gaillarde, on l'a fait déjà 2 fois d'affilée au CAB, au club de rugby. Et puis, par exemple, pour le salon femme comme pour l'homme, on est aussi depuis la date de création au Brief Festival, où c'est que là, bah, on coiffe les artistes en coulisses, artistes, musiciens, tout ce qui est backstage et tout ça. Donc, on a essayé de diversifier aussi notre activité et de se montrer sur des événements pour avoir plus de visibilité. Et on a toujours voulu avoir des salons qui sortaient un peu de l'ordinaire pour que la personne qui rentre chez nous passe pas simplement pour se faire coiffer, passe pour profiter d'un moment propre à la personne. Donc, on a deux univers complètement différents et c'est pour ça que même pour l'homme, bah, je voulais un salon qui sort de l'ordinaire. On avait beaucoup de salons qui s'étaient montés aussi, et que ce soit sur la région comme ailleurs, hein. C'est une grande mode d'avoir un salon type barbershop, qu'on appelle barbershop. Mais après, moi, je voulais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je voulais travailler avec des acteurs locaux, c'est-à-dire que toutes les bières bah, viennent de production locale. Le café, c'est pareil. Enfin, tu vois, on voulait aussi former ce qu'on appelle, nous, la familia élite, c'est-à-dire que s'entourer de personnes aussi qui rejoignent ce groupe. Ça peut être de la photo. Par exemple, j'ai un photographe qui vient, vidéaste, et qui travaille pas à 100% pour Elite, mais qui est acteur aussi dans le milieu de la mode. Et ça nous permet bah, de trouver des jeunes talents qui ont peut-être besoin d'un peu plus de visibilité et de conseils vu mon expérience. Donc c'est pour ça aussi que je suis content d'avoir monté ces lieux. C'est vraiment un lieu unique, t'en as jamais vu comme ça ailleurs. Ça, c'est à la fois un Non, tremplin ouais, pour les jeunes talents, mais c'est aussi plus qu'un salon de coiffure. C'est un lieu de vie, c'est une ouais, communauté que tu c'est ça. essayes de créer. Ouais, ouais, on a une vraie communauté autour. Tu vois, on a avec des clients, par exemple, c'est un truc tout bête, mais c'est vrai qu'on s'est mis au paddle avec l'équipe. Et puis en fin de compte de l'équipe, bah, on l'a agrandi aux clients. Là, on a un groupe WhatsApp en fait, et on propose même à nos clients de nous suivre, faire une session de paddle en dehors du salon. Ça n'a rien à voir avec notre métier, mais ça crée une vraie communauté autour de nous. Et c'est pour ça qu'on est autant suivi sur les réseaux sociaux, parce que les gens aiment bien aussi voir l'envers du décor aussi d'un salon de coiffure, pas simplement montrer des réalisations, le avant, le après. Ok, c'est super de valoriser aussi son métier, mais c'est de montrer aussi la vraie vie d'une entreprise, la vraie vie d'un entre guillemets patron avec ses salariés. Moi, j'ai jamais été patron, j'ai été toujours manager de mon équipe, et j'essaye justement de m'entourer de talents qui ont envie de progresser et de s'amuser en même temps qu'aller travailler. Ok, alors il y a plein de conseils très intéressants, je pense que pour les entrepreneurs qui nous écoutent. J'avais une autre question. Tu nous as dit
au début que tu étais originaire de la région parisienne. Pourquoi t'être installé à Brive? Alors en fait, pourquoi? Parce que déjà à l'époque, j'ai une fille qui a maintenant 24 ans, mais à l'époque elle avait 1 an et demi. Et la vie parisienne me convenait plus. On avait envie de plus de tranquillité, d'être plus en sécurité également. Et Brive, c'était une ville. En fait, mes beaux-parents étaient originaires de la région, sont originaires d'ailleurs de la région. Et Brive, je trouvais que c'était à taille humaine, c'était accessible en termes de prix et qu'on pouvait faire un salon qui sort vraiment de l'ordinaire parce que à l'époque, en tout cas, il y avait que des salons qu'on connaît un peu partout, mixtes. Avec une clientèle déjà bien installée ou quoi que ce soit. Et nous, on voulait vraiment créer notre clientèle, créer notre image de marque et se faire plaisir à la fois. Et 23 ans après, je crois qu'on a fait les bons choix et on est heureux au quotidien d'être dans nos salons, quoi. Du coup, c'était à la fois un choix de vie personnel et un choix entrepreneurial. C'était venir à Brive et ouvrir un salon ou c'était venir à Brive et la création d'entreprise est venue un peu après. Comment ça s'est déroulé? Non, non, en fait, quand je suis arrivé à Brive, j'ai ouvert mon premier salon. Donc, c'était vraiment, je voulais être entrepreneur, je voulais avoir mon lieu à moi, je voulais avoir ma propre identité, je voulais vraiment ouais, être le dirigeant d'entreprise. Alors, je m'attendais pas, tu vois, quelques années après, à être un entrepreneur avec autant de salariés, autant d'équipes ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est une vraie aventure humaine qui s'est créée autour de ça. Et même, je le vois, on a des personnes, ça fait un peu plus de 10 ans même, qui travaillent avec nous, d'autres 8, d'autres 9, d'autres, je les ai eus en apprenti, ils sont toujours dans nos salons et ils ont évolué avec nous. Donc c'est une vraie aventure humaine avant tout et ils ont tous une part de réussite dans l'entreprise. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Ok. Et j'avais une question sur que je trouvais intéressante. C'était toi, donc tu connaissais un petit peu Brive. Comment, par rapport au choix, le choix, on sait qu'un choix d'un local pour pour un premier établissement est très important. À quel niveau tu connaissais Brive et comment tu as fait pour choisir un lieu un petit peu stratégique En fait, tu vois, à l'époque, en tout cas, quand je me rappelle d'un truc qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai été enregistrer mon entreprise. J'avais repris donc un salon existant qui existait depuis 9 ans. C'était des coiffeurs parisiens, un Ok. couple de Parisiens qui avait déjà un salon. Mais je me rappelle de cette phrase assez magique et j'en rigole encore aujourd'hui. C'est à la Chambre des métiers qui m'avait dit, mais putain, vous reprenez un salon alors que vous êtes déjà 90 d'installer, vous n'avez pas peur. Et là, tu vois, du haut de mes 25 ans, je me suis dit, putain, peut-être que tu fais une bêtise parce que, putain, il y a déjà pas mal de concurrence. Et en fait, le choix stratégique que j'ai fait à la base, c'était une rue piétonne, donc je me disais, il y a de la vie. Qu'en face de chez moi, il y avait des entreprises qui avaient déjà un nom, boulanger, poissonnier, boucher. Je me suis dit, au quotidien, tu risques d'avoir du monde qui passe devant ton établissement. Donc, tu as peut-être plus de chances de travailler dans un local comme ça plutôt que dans une impasse où c'est que c'est plus difficile, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une rue commerciale avec une cinquantaine de commerces, de bouches, de prêt-à-porter, de décoration. Ça va jusqu'à un vanier, ça va jusqu'à un coutelier. Donc, tu vois, on a vraiment un centre commercial à ciel ouvert en plein centre-ville. Le positionnement était déjà bon à la base et du coup, ouais, t'as repris un fonds de commerce. Est-ce que toi, au début, t'as quand même récupéré un petit peu cette clientèle ou tout de suite, ce que tu proposais était totalement différent et t'as tout de suite mis ta patte et ta créativité dans ce premier salon? Alors, si tu veux, j'ai acheté un salon avec les moyens que j'avais, c'est-à-dire pas grand-chose. C'était un salon à l'époque qui faisait très peu de chiffre d'affaires. Donc, du coup, si tu veux, il y avait une grosse différence d'âge. C'était des personnes qui avaient une soixantaine d'années. Moi, j'en avais 25. Mon épouse en avait 23 à l'époque. Céline, qui travaille avec moi, hein, qui, elle, s'occupe du salon femme. Donc, si tu veux, la clientèle qui était existante, donc qui était plutôt, tu vois, une clientèle de plus de 60 ans, bah, correspondait pas vraiment à la jeunesse qui arrivait, tu vois. Donc on a eu vraiment, vraiment Ouais. beaucoup de mal. Pendant 6 mois, ça a été vraiment difficile, hein, je le cache pas et j'en suis fier à l'heure d'aujourd'hui parce que pendant, allez, on va dire les 3 premiers mois, je pense que par jour, je faisais 2 à 3 clientes.
Donc, c'était vraiment pas évident, en sachant que tu as des prêts à rembourser, en sachant que tu t'es engagé. Donc, en plus, on est arrivé en juin 2003 et je me rappelle encore, c'est canicule. Donc, c'est-à-dire que l'après-midi, bah, t'as personne, t'avais personne. Les gens sortaient le soir, le matin à la fraîche, mais tu vois, c'était compliqué. Donc, j'ouvrais plus tôt, j'ouvrais à 8 heures le matin au mieux de 9. Je fermais le soir à 20 heures, 22 heures, même il y a des fois, parce que j'avais pas le droit de refuser du monde. Et donc ça a été compliqué, une remise en question complète et permanente. Et tu vois, 23 ans après, je me remets en question. J'ai les mêmes insomnies qu'il y a 23 ans en arrière, parce que maintenant on a une équipe, parce qu'on a beaucoup plus de charges, parce qu'il faut se remettre en question en permanence. Moi, je suis sur les horaires d'ouverture. Par exemple, tu vois, nos concepts ouvrent à 8h30 le matin, et en général, on ferme à 19h30, 20h. Pour la partie bar, par exemple, au salon homme, il y a des fois, tu vas avoir du monde et moi, je reste jusqu'à 21h, 22h. Il y a des fois, donc c'est sûr que tu enchaînes beaucoup d'heures, mais tu es aussi obligé de t'adapter au marché. C'est-à-dire que dans la coiffure, comme dans un bar, bah, tu viens chez le coiffeur quand tu as du temps, quoi. Donc, si tu n'es pas en accord avec ça et que tu fais, entre guillemets, 35 heures, bah, tu peux pas te permettre de brasser autant de monde, quoi. Donc, il faut aussi s'adapter à ça. Il y a un nouveau marché. L'ouverture entre midi et 2, elle est primordiale. L'ouverture de lundi après-midi, bah ouais, on le fait aussi. Et on peut pas se permettre de refuser du monde. On essaye au contraire de se mettre en cadre pour essayer de prendre le maximum de monde dans un temps, dans un délai relativement court en termes de rendez-vous. Ok. Et aujourd'hui, du coup, vu que tu as plusieurs établissements, est-ce que tu es toujours derrière le fauteuil à couper? Est-ce que ça a vraiment changé un petit peu ta manière de travailler? Ou on voit que, enfin, tu me dis que tu as toujours des amplitudes horaires assez énormes pour être là le plus présent pour tes clients. Est-ce que ça a eu un gros changement sur l'ouverture des établissements? Ouais, bien sûr. Alors, si tu veux, moi, mon quotidien, c'est quoi? C'est le lundi en général, bah, je fais tout ce qui est réapprovisionnement et commande pour le salon. En plus de ça, je suis formateur en coiffure, donc souvent le lundi, je me déplace dans des salons ou dans des académies pour d'autres coiffeurs déjà expérimentés et qui cherchent à se perfectionner et avoir des conseils, tu vois, en tant que management, en tant que tarification, en tant que plein de choses. Donc déjà le lundi. Ensuite, on est tout le temps au pied du fauteuil, que ce soit mon épouse ou moi. On est tout le temps, du matin au soir dans nos salons. Alors déjà parce qu'on est des coiffeurs avant tout, on n'est pas que des gestionnaires. Donc il faut trouver du temps là-dessus. Mais nous, on a besoin d'être au fauteuil pour savoir et l'envie de la personne, de la cliente, et aussi envers nos coiffeurs pour leur donner des conseils, pour essayer d'avancer tous ensemble. Donc, ouais, c'est sûr que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de charge mentale, on va dire. Mais après, on essaie de structurer en sachant que dans chaque salon, on a un manager aussi pour donner, nous, les informations et qu'eux, ils essayent de les transmettre à nos équipes, quoi. Ok, donc tu délègues un peu, tu as quand même un manager sur chaque établissement. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Chacun a ses responsabilités dans chaque établissement, ouais. Ça nous permet, si tu veux, même si on a un groupe WhatsApp pour parler à chacun de nos... le groupe WhatsApp, c'était pas mal parce qu'au moins chaque salarié, chaque collaborateur est au courant de ce qui se passe. En même temps, bah, ça nous permet de garder un lien et comment dire, même si on se voit au quotidien, si tu veux, tous mes collaborateurs travaillent en moyenne sur 4 jours, semaine. Donc, du coup, il y en a qui travaillent pas le mercredi pour garder leurs enfants. Il y en a d'autres qui vont pas travailler le dimanche, lundi, le mardi. Tu vois, il y a ça aussi. Donc, du coup, ça nous garde. On a vraiment contact aussi par rapport au WhatsApp. Et c'est rare quand on se fait des réunions. En fait, on parle beaucoup, beaucoup au quotidien. On parle sur nos WhatsApp. Et on se fait plutôt des sorties d'entreprise tu vois, une fois par an en tout cas, pour les repas de fin d'année, et plutôt les sorties sportives pour ça, ou aller sur des salons professionnels et on le propose à nos collaborateurs de venir avec nous, quoi, et de partager un bon moment. Petite pause rapide pour dire que ce podcast est en partenariat avec Elofidi. Elofidi, c'est une solution pour les commerçants indépendants qui permet de mettre en place des cartes de fidélité digitales, de mieux connaître ses clients, d'envoyer des SMS marketing, de récolter des avis Google et bien plus encore. Tout ça sans se compliquer la vie.
Vous pouvez tester Hellophonic gratuitement et profiter de 10% de réduction avec le code PDC26. Allez, on reprend l'épisode. J'ai oublié de te demander, aujourd'hui, t'as combien du coup de salariés? Alors, on représente une équipe de 15 personnes, pardon. 15 personnes. Il y a Céline et moi, donc les dirigeants. Et après, toute l'équipe, à peu près moitié-moitié dans chaque salon. Ok, aujourd'hui, pour recruter, comment tu t'y prends? Est-ce que tu as des difficultés à recruter? Alors, disons on est certainement plus à cheval maintenant sur notre recrutement que passé un temps. Pourquoi? Parce qu'on veut des personnes qui sont talentueuses, qui sont déjà, entre guillemets, formées, des vrais passionnés et envie, si tu veux, de vivre une aventure professionnelle, d'être formé en permanence, d'évoluer, tu vois. Donc, on n'a plus du tout la même optique du départ où c'est qu'on prenait des personnes tu vois, en formation, qu'on essayait de garder jusqu'au brevet, donc 5 ans d'études en tout. Maintenant, on est plus dans la démarche. Pourquoi? Parce qu'on a moins de temps aussi à accorder à la formation. Si tu veux, on en donne déjà beaucoup pour d'autres professionnels et tout. Donc nous, on en donne en interne, si tu veux, mais on veut déjà des personnes qui ont fait 5 ans de métier avant d'arriver dans le groupe élite. Et ça nous permet aussi d'aller à l'essentiel et d'évoluer ensemble, quoi. Ok, donc vous êtes, ouais, au fil du temps, vous êtes de plus en plus exigeant sur la formation ou sur la motivation en fait des gens qui vous rejoignent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Si tu veux, on va vraiment à l'essentiel. On veut des personnes qui veulent intégrer un salon où c'est que ça se remet en question en permanence. Ils sont vraiment passionnés. Je trouve que maintenant même, on a une certaine image, si tu veux, de la coiffure qui a vraiment changé. Moi qui ai grandi dans la coiffure, si tu veux, quand on disait que tu veux être coiffeur quand j'avais 15-16 ans, on disait, ouais, bah de toute façon, j'étais pas super doué à l'école, faut dire. C'était la solution un peu de garage. Alors que maintenant, la coiffure, c'est vraiment, il y a plein de jeunes qui s'identifient à ça, et tant mieux, du fait des réseaux sociaux. Je pense que ça y a fait, ça a pulsé notre profession. On nous compare vraiment à des tatoueurs, on nous compare vraiment à des artistes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de salons, mais il y a peu de salons aussi où c'est que, il y a beaucoup de conseils, où c'est qu'on t'accorde du temps, où c'est qu'on sait faire des prestations qui sont dignes de celles que tu vois sur Instagram. Donc, si tu veux, ce côté réseau social a aussi professionnalisé de plus en plus, artistiquement parlant, des coiffeurs, quoi. Et donc, du coup, on est sur une région où c'est qu'il y a beaucoup peut-être de salons, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas la démarche de vouloir ouvrir leur entreprise, mais qui veulent en tout cas avoir un bien-être en entreprise, être formés et évoluer, quoi. Pour toi, clairement, les réseaux sociaux, ça a créé des vocations pour la Ah ouais, coiffure. de fou, de fou. De toute façon, moi, tu vois, je suis beaucoup aussi sur les réseaux, hein, forcément. On communique au quotidien sur les réseaux sociaux. Mais si tu veux, je vois vraiment des vrais talents, quoi. Je vois des coiffeurs qui sont vraiment en France ou ailleurs, hein. Mais si tu veux, qui sont vraiment talentueux dans ce qu'ils font. Ils se spécialisent vraiment dans une chose, que ça soit la couleur pour la femme ou la coupe pour la femme ou justement l'homme, où c'est que tu vois vraiment en permanence le métier qui est super bien représenté, quoi. Et c'est ça qui nous professionnalise de plus en plus. Et c'est pour ça aussi que des salons comme les miens, bah, sont de plus en plus à cheval sur le recrutement parce qu'on veut des vraies personnes qui soient spécialisées dans un domaine. Est-ce que tu imposes ton style un petit peu à tes salariés ou est-ce que chacun a sa personnalité? Enfin, en termes de coiffure, de créativité, comment tu gères ça? Comment tu transmets ton savoir? Et quelle liberté ils ont quand ils coupent? Alors moi, si tu veux, en fait, j'impose rien. Pourquoi? Parce que en fait, même dans mon équipe, j'ai vraiment de tout âge. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui ont 49 ans, comme des jeunes de 20 ans. Et si tu veux, chacun a son style, chacun a sa patte. Et si tu veux, c'est la cliente ou le client qui va choisir aussi son coiffeur.
Mais c'est pour ça aussi qu'on a une clientèle qui est hyper cosmopolite, de tous bords. Et si tu veux, en termes d'âge, ça peut aller d'un petit qui a 2 ans jusqu'à des personnes qui viennent chez nous qui ont plus de 80 ans, quoi. Donc, ils choisissent leur coiffeur parce qu'on n'a pas la même, comment dire, on n'a pas la même discussion. Nous, on s'impose vraiment beaucoup de temps avec chaque client. Ça, c'est impératif. C'est-à-dire que quand tu prends rendez-vous, tu sais que tu vas passer 30 minutes, par exemple, pour une coupe homme et 30 minutes encore en plus pour une barbe, par exemple. Ils savent que pendant 1 heure, on va les coiffer, bien sûr, on va les barber, mais en même temps, on va avoir un moment où c'est qu'on va pouvoir prendre le café avec eux, les accueillir, les appeler par leur prénom, les accompagner de A à Z pour leur faire vivre un moment. Et ça, je pense que c'est hyper important parce qu'on a ce contact aussi avec la personne. On touche déjà à son physique, mais en plus de ça, on les fidélise parce qu'on leur accorde du temps et ce côté social de la coiffure, quoi. Alors justement, ouais, les clients sont souvent attachés à leur coiffeur. Est-ce que toi, quand tu as débuté ou quand ça s'est développé, j'imagine que les gens venaient pour toi. Comment, quand tu as commencé à développer, à recruter, est-ce que ça a été un problème du fait que ben, tu pouvais plus prendre tous les clients personnellement et que ben, ils se faisaient coiffer par d'autres coiffeurs? Comment ça s'est passé? Comment tu as géré ça? Enfin, est-ce que tu as eu ce problème, quoi? Ouais, bien sûr. Alors, si tu veux, au tout début, en plus, on avait des apprentis, comme je te disais auparavant, on avait des apprentis qu'on formait au fur et à mesure. Donc, si tu veux, les clientes habituelles, bah, tu peux pas les faire passer non plus avec une apprentie, et c'est normal aussi, ils viennent pour ta personnalité et pour ton savoir-faire, hein. Donc du coup, on y a été progressivement, c'est-à-dire que la cliente qui était déjà habituée à voir notre apprenti, bah, on lui faisait appliquer une coloration, des choses plutôt le b.a-ba de la coiffure au tout départ, mais on était quand même à côté. Donc si tu veux, cette confiance, elle était, ouais, bah il y a Nicolas qui est à côté ou Céline qui est à côté, donc je crains pas grand-chose et au contraire, les gens ont été assez sympas d'accueillir de la jeunesse en disant, bah ouais, il faut bien qu'ils se fassent la main, quoi. Donc après, si tu veux, ça a été relativement facile entre guillemets pour nous parce que on pouvait pas être partout et que on obligeait, si tu veux, les nouvelles ou nouveaux clients à passer avec les coiffeurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là parce que déjà on a une équipe qui, ça fait quelques années qu'on bosse ensemble, donc du coup, ils sont vraiment très plébiscités au niveau de la clientèle. Donc, on n'a pas ce problème-là et ça s'est fait relativement naturellement, quoi. Du moment de les accompagner, ça s'est fait naturellement. Selon toi, pourquoi tes salons fonctionnent? Et c'est quoi la clé de ta réussite? Qu'est-ce qui a fait que ça cartonne à Brive, quoi? Il y a tellement de facteurs différents. J'ai jamais copié mon voisin d'à côté. J'ai toujours essayé de trouver des idées qui n'existaient pas sur la région. Et que ce qui nous a fait vraiment notre notoriété, ça a été de participer aux événements tels le Brie Festival, ou si tu veux, dans l'office du commerce qu'on peut avoir, dans les associations commerciales et tout, on a essayé d'y participer avec ferveur. Et puis après, ben, ça a été aussi le décor et l'ambiance de nos salons qui est complètement différente par rapport à ailleurs. Et après, c'est pas simplement d'avoir des coiffeurs, mais comme je te disais, d'avoir une tarification qui correspond au savoir-faire de chaque coiffeur, de chaque collaborateur. Donc nous, on a des prix complètement différents. Ça va même pour un homme, hein, ça va de 18 euros pour une coupe dégradée qui viennent toutes les semaines ou tous les 15 jours, jusqu'à 32 euros. Et en fait, bah, les gens, c'est assez naturel pour eux parce que tu es clair, net et précis en disant, bah voilà, tu passes avec un tel parce que il a 25 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, tu peux pas payer le même prix qu'avec quelqu'un qui débute dans la profession. Donc tout ça, ça fait que j'ai jamais copié mes voisins, mais au contraire, je faisais des choses qu'eux n'avaient pas pensé à faire ou ne pouvaient pas faire tout simplement. Donc l'expérience client, elle est complètement différente par rapport à un confrère. Donc la clé, ça serait la créativité, se différencier Se de ses différencier en concurrents. permanence, ouais. Se Et différencier en l'expérience. permanence, de vraiment créer sa propre image et que d'avoir la clientèle qui correspond à cette image. Après, c'est sûr que nous, la coiffure, on est plutôt mis en avant par rapport à les réseaux, comme on disait, internet et tout ça. C'est sûr que maintenant, le commerce en général est en train de changer et depuis le Covid, on s'en aperçoit, ça s'accélère. Parce que le monde du prêt-à-porter, bah, maintenant, c'est hyper concurrentiel. Il y a internet qui fait des dégâts, hein.
Maintenant, il va y avoir l'IA et dans quelques années, ça va remplacer quand même pas mal d'emplois, mais il faut se remettre aussi en question, il faut avoir des heures d'ouverture et faire ce que Internet ne peut pas faire, c'est-à-dire le contact, la présence. Tout ça, on ne pourra pas nous l'enlever, quoi. Et au contraire, on peut être encore plus compétitif que Internet, quoi. Ce contact, les gens en ont toujours besoin, c'est un lien social. Nous, la coiffure encore plus, un bar, c'est un lien social, c'est-à-dire que même s'il y a beaucoup moins de bars qu'à une certaine époque, tu vas pour prendre ton petit café le matin, tu parles avec ton collègue d'à côté. Ce lien social, il est hyper important et surtout dans un centre-ville. Donc moi, j'ai voulu remettre ça en avant et je serai toujours là-dedans parce que je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence. Je serai jamais le meilleur coiffeur au monde, mais par contre, les gens, ils vont venir parce qu'on a une vraie personnalité, parce que tu sais que tu vas venir dans mon commerce pour passer un vrai moment et que tu as des vrais professionnels qui seront à ton écoute. Et justement, la coiffure, est-ce que c'est pas justement un secteur qui est quand même un peu protégé, qui est pas délocalisable? Justement, tu parles du lien sociable. Est-ce que c'est pas un secteur un peu protégé, que ce soit l'IA, que ce soit la concurrence étrangère, t'es obligé de te déplacer pour te faire coiffer? Ouais, alors après, j'ai envie de te répondre. À l'époque, il y avait peut-être une centaine de salons sur Brive. Aujourd'hui, on doit être 200, tu vois. Donc, il y a plus de salons et il y a moins d'habitants qu'à une certaine époque. Mais il faut savoir sortir de l'ordinaire et il faut savoir aussi s'adapter à ce marché. Moi, si tu veux, j'essaye pas de concurrencer à un prix. Je peux pas être, quand je vois des salons qui affichent un certain tarif, je me demande comment ils font pour l'afficher. Parce que tu sais très bien que si tu payes ce prix-là, tu vas y passer 10 minutes, ça va être vite fait, quoi. Tu peux pas, il y a un problème de charge. Moi, en charge, des entreprises comme les miennes, ça représente 500 000 euros de charges par an. Donc, il faut bien que je les sorte de quelque part. Il faut avoir une fréquentation, un juste prix. Tu peux pas garder ton personnel si tu les formes pas et s'ils passent pas un bon moment avec toi au quotidien. Donc tout ça, il y a une remise en question qui se faisait pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Si j'exerçais le métier de base, pour moi, c'est la coiffure. Mais si j'exerçais de la même façon qu'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans en arrière, j'existerais plus à l'heure d'aujourd'hui ou alors je serais tout seul peut-être au milieu de mon salon, alors qu'aujourd'hui on est toujours en progression, quoi. Donc tu vois, pour répondre à ça, non, je me remets en question en permanence et il faut être sur les réseaux. Je suis d'accord qu'il y a certains commerces qui sont touchés de plein fouet, hein. Mais est-ce que les horaires sont adaptés à leur commerce? Est-ce que ils ne pourraient pas livrer dans la journée quelqu'un qui peut pas forcément se déplacer? C'est peut-être là qu'il faut aussi appuyer sur certains leviers qu'on n'appuyait pas auparavant. Pas se dire c'est une fatalité, en fin de compte le commerce est foutu, le ceci, le cela. Non, pas du tout. Il faut aussi savoir rebondir, aller voir ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'à l'étranger, on voit des concept stores. Une fois, j'étais à Bali, je voyais des concept stores, mais complètement dingues, complètement fous, quoi. Tu veux acheter une planche de surf, tu peux l'essayer au milieu du magasin. Enfin, tu vois, des trucs complètement dingues. Nous, on va chercher des idées dans des pays comme ça, quoi. La vérité d'aujourd'hui est pas celle d'hier et ce sera pas celle de demain. Donc, Et bien sûr. la clé de la réussite, c'est aussi la remise en cause de ce que vous faites et s'adapter au marché. Sinon, Et tu t'habitues sur ton sort. pour moi, ce qui est hyper important et ce que je demande à mon équipe, c'est d'avoir la banane quand ils arrivent au boulot le matin, de repartir avec le soir. L'accueil d'un client, il est hyper important. Moi, je rentre, il y a des fois dans des commerces, je me dis waouh, mais tu vois, t'as pas un sourire, t'as pas un accueil. Tu peux dire bonjour à une personne, et c'est dommage qu'on n'a pas l'image, mais tu peux dire bonjour comme ça, très froidement, je dirais, et un bonjour plutôt jovial avec le sourire, quoi. Et là, tu as plus envie de revenir chez la personne plutôt que le mec qui dit à peine bonjour ou qui est sur son smartphone à regarder son Instagram perso, quoi. On vient à la base du métier de commerçant, en fait. C'est Eh être ouais, commerçant. Si t'as pas envie d'accueillir des gens et que t'as pas envie d'être souriant, c'est un peu difficile de tenir un commerce. ah, c'est Euh, clair. Justement, sur la fidélité, on sait que ben, la coiffure, c'est un business avec de la récurrence. Qu'est-ce que toi, tu mets en place sur la fidélité? Est-ce que tu as un programme de fidélité? Comment, Ouais. comment toi, tu le gères? Là aussi, si tu veux, nous, nos clients habituels qui viennent, par exemple, moi, j'ai de plus en plus de clients, si tu veux, en hommes, qui viennent toutes les semaines, tous les 15 jours, ils veulent être nickel, ils viennent pour passer un moment ou quoi que ce soit. Donc, ils ont une tarification qui est particulière, si tu veux. Ils vont payer 18 € pour un quart d'heure.
C'est des clients, donc si tu veux, qui viennent, qui se font leur dégradé toutes les semaines, et ça, on en a de plus en plus. Donc tu vois, on a vraiment un prix bas. Et après, on a beaucoup aussi de clients qui viennent d'ailleurs, d'autres régions, parce qu'ils n'ont pas le même style de salon, parce qu'ils nous connaissent déjà et qu'ils n'ont pas trouvé satisfaction ailleurs, même dans des grosses villes. Donc on a une tarification vraiment qui s'adapte aussi à notre marché. Donc, on a de tout. On a de la coupe transformation, si vous, c'est qu'on va passer beaucoup plus de temps qu'une coupe normale d'un client lambda. Et on a aussi, pareil, des clients qui ont déménagé de la région, mais qui viennent toujours nous voir. Nous, ça nous étonne qu'un client fasse 200 kilomètres pour venir se faire coiffer et passer un moment chez nous. Et pourtant, ça arrive parce qu'on sort de l'ordinaire. Et ça valorise, ça me valorise moi, mais ça valorise vraiment mon équipe en disant, bah ouais, on est dans le vrai. Si le mec qui fait 200 bornes au prix de l'essence, avec tout ce qu'on entend, le prix d'un parking, pour simplement se faire coiffer, c'est qu'on sort un peu de l'ordinaire. C'est une belle récompense pour la qualité de prestation du salon, quoi. Ouais, carrément. Ouais, ouais, c'est clair. Et nous, ça valorise nos images. Quand on voit, tu vois, les Google, par exemple, souvent, on se fait la réflexion. Moi, je me fais la réflexion. On dit jamais, ouais, chez Elite, c'est les meilleurs coiffeurs de la région. On dit jamais ça. Ils commencent toujours en disant, c'est un super salon, c'est convivial, il y a une super musique, on a passé un super moment et je suis très content d'être passé avec un tel ou un tel. Tu vois, ça vient en cinquième position. Mais tout ce qu'on te dit auparavant sur Google, et Dieu sait qu'au quotidien, on a des avis. Donc, tu vois, tu joues aussi en péril. Il y a beaucoup de commerces qui disent, ouais, Google, les restaurateurs, en l'occurrence, sont très touchés par ça. Parce que la personne, au lieu de te dire en face, bah ouais, j'ai pas super bien mangé, mon plat, il était froid. Non, ils attendent de sortir et de te mettre un avis avec une étoile derrière. Ils te descendent ta clientèle. Nous, ça nous arrive hein, d'avoir des avis négatifs. On s'en sert justement, et c'est moi qui y réponds personnellement, on s'en sert de tremplin en disant là, il faut qu'on s'améliore. Ou dans notre réponse, on dit mais monsieur ou madame, vous nous avez laissé un commentaire, mais sur nos fichiers clients, vous n'apparaissez pas. Donc c'est des faux commentaires. Mais si tu veux, je réponds toujours. Je prends toujours la peine de répondre parce que c'est ce qui nous fait évoluer. Et quand on a un mauvais commentaire parce que justement la personne elle s'attendait à mieux, ben, on essaye de faire le mieux et de s'en servir de façon positive. T'as parlé, ouais, à plusieurs reprises, du coup, des réseaux. Comment tu gères les publications sur les réseaux? Est-ce que c'est toi qui le fais? Est-ce que tu as un membre de ton équipe? Est-ce que vous l'avez externalisé, tout ce qui est communication sur les réseaux? Depuis peu, depuis à peu près un an maintenant, on a Way Group en fait, c'est une société qui s'occupe des réseaux, que ce soit Facebook, Instagram et Google, des choses comme ça. Donc si tu veux, nous on envoie nos propres photos qu'on prend avec nos iPhones de qualité, si tu veux, ou on peut faire des vidéos un peu rigolotes justement avec l'équipe pour montrer les travaux, par exemple, tu vois, au Salon Femmes. On leur a demandé de tous amener un rouleau, un pinceau et il y avait toute une mise en scène à faire. Et en fait, c'est des vidéos qui sont vraiment vues, reconnues par nos clients. Ils en rigolent à la fois et on annonce quelque chose. Et en même temps, au quotidien, on prend des avant, des après, les prestations où c'est qu'il y a eu beaucoup de boulot, de réalisation. Ça valorise déjà le coiffeur par lui-même du nombre de vues, des commentaires qu'on peut avoir. Et si tu veux, c'est aussi, ça fait partie de notre job intégral, c'est-à-dire que maintenant, il faut savoir aussi montrer ce qu'on sait faire, montrer ce qu'on a envie de faire, montrer notre professionnalisme, et tout ça au travers de l'image sur les réseaux. Ouais, il faut savoir bien travailler et bien communiquer sur ce qu'on fait. Ouais, si tu veux, avant, moi, j'étais issu de salon de coiffure où c'est que c'était le bouche à oreille. On appelait ça le bouche à oreille, c'est-à-dire un client satisfait va certainement te parler de toi en bien dans son entourage. Maintenant, moi, quand je poste une photo, elle peut être vue au bout du monde. Et c'est ça qui est hyper valorisant dans notre métier parce que tu dis, waouh, on a des coiffeurs de l'étranger qui nous suivent. On a des coiffeurs que j'ai jamais rencontrés physiquement et qui, en fin de compte, viennent un jour sur Brive nous rencontrer. Ils passent une journée avec nous. On est vraiment dans un échange maintenant dans la profession et tout ça, c'est les réseaux sociaux qui font la diff. Ou quand tu vas sur un salon professionnel et que tu es reconnu ou que tu reconnais la personne parce que son univers te plaît ou le mien, bah, c'est plutôt valorisant pour nous, ouais. Du coup, tu peux me préciser, tu as parlé d'une entreprise qui les gère pour vous, du coup,
vous prenez les photos et c'est eux qui gèrent toute la partie réseau réponse ou Ouais, comment c'est ça. Si tu veux, alors nous, on a la main sur nos réseaux, c'est-à-dire que c'est nous qui répondons aux commentaires ou qui répondons aux questions, parce que là, c'est professionnel, souvent les questions. Mais si tu veux, nous, une fois par semaine au minimum, on leur envoie sur WhatsApp, par exemple, où ils transfèrent, on leur envoie des photos et des vidéos. C'est eux qui nous font le montage ou qui nous conseillent sur une publication en disant, bah tiens, j'ai vu cette vidéo-là, est-ce qu'on pourrait pas la retranscrire chez vous? Donc ça, c'est un groupe qui s'appelle Way Group. Nous, ça fait 1 an qu'on travaille avec. Et puis, moi, j'ai la chance aussi d'avoir un jeune qui est avec nous au quotidien au salon. En plus de son métier, lui, il est passionné de photos et vidéos. Donc, il y a des photos ou vidéos que nous, on lui demande de tourner avec nous ou sur des événements, il nous accompagne et on fait des petits clips vidéo un peu plus qualitatifs. Et on le partage sur les réseaux. Donc, lui, ça lui apporte aussi de l'image. Ça lui apporte aussi de la visibilité. Et puis nous, en même temps, bah, ça nous valorise aussi ce qu'on sait faire. Ok, donc vous vous occupez toujours de la prod, mais c'est plus au niveau du montage que vous avez externalisé, on va dire. Ouais, c'est ça, Et pour du avoir conseil, vraiment un peut-être flux au la... quotidien. Ok. Pour rester sur le digital, aujourd'hui, est-ce que vous utilisez, je sais que c'est très utilisé dans la coiffure, un logiciel de prise de rendez-vous, une solution? Là, si tu veux, ça aussi, c'est pas nouveau pour nous. Ça fait une dizaine d'années qu'on est informatisé sur les deux salons, où c'est que la personne peut voir les tarifications, peut prendre rendez-vous en ligne. Et maintenant, c'est 90% de nos clients qui prennent rendez-vous en ligne sur Internet, ouais. Tu peux nous citer la solution que tu utilises, ou si tu en as testé plusieurs, si tu en as une à conseiller, s'il y a des coiffeurs qui nous écoutent. Ouais, bien sûr. Donc, pour le salon femmes, c'est Planity qui s'occupe de ça. Donc, c'est, à mon avis, les plus connus dans le, Mm. dans le milieu de la Ouais. coiffure. Et pour moi, le salon homme, parce que je suis habitué à ça et mon équipe aussi, et qu'on était au tout départ de leur aventure, c'est Wavy. Donc, c'est pareil, c'est une solution informatique que je conseille aussi. Où c'est que quand tu postes quelque chose sur Google, sur Instagram ou Facebook, ça apparaît aussi sur notre site internet. Donc ça nous fait tout quoi. Et c'est vachement pratique. Et moi je le conseille ouais, de toute façon. Ouais, les deux logiciels, tu les conseillerais sans aucun souci à un salon, ou plus Planety Femme et l'autre dont j'ai oublié le nom pour un salon Non, homme, ou pas forcément? Les deux sont bien? les deux sont bien, les deux sont différents. Après, ça dépend vraiment des équipes, hein. Nous, voilà, on a fait le choix d'avoir deux logiciels différents parce que on a des prestations qui sont complètement différentes en homme et en femme, pense bien, hein. Donc en femme, ça a été plus compliqué parce que bah, tu as des cheveux longs, des cheveux mi-longs, tu vois. Donc ça a mis vraiment du temps à faire la réservation en ligne pour que la cliente, elle se trompe pas lors de sa réservation et qu'elle paye le vrai prix qui était affiché aussi sur Internet. Mais après, une fois que c'est mis en place, ouais, je te dis, avant, on avait par salon une cinquantaine d'appels par jour. Là, si on en a 5 ou 6, C'est le ça grand nous a max. vraiment réduit ça, hein. Donc, ça veut dire aussi que toi, t'es pas en permanence en train d'arrêter ta coupe pour aller répondre au téléphone. C'est un confort et pour le coiffeur et pour le client, hein. Et en termes de no-show, par rapport à ces rendez-vous en ligne, est-ce que vous avez un gros taux de no-show? Comment vous les gérez? Non, c'est hyper rare parce que maintenant, bah, pour toute nouvelle cliente et qui demande des prestations au-delà d'une centaine d'euros, on demande un acompte sur Internet. Pour sa réservation, un peu comme les restaurateurs de plus en plus le font. Quand tu veux réserver une table, ils te demandent une empreinte carte bleue. Après, on essaye de faire confiance quand même à la personne parce que bah, malheureusement, tu peux toujours avoir un empêchement de dernière minute ou quoi que ce soit. Les gens, franchement, enfin voilà, on a des périodes où c'est qu'il y a des gens qui vont nous planter des rendez-vous et au bout de 2 rendez-vous plantés et qui nous ont pas appelés, ils peuvent plus réserver sur Internet. Donc Donc vous on les les invite à bloquez. se déplacer au salon. Ouais, on les bloque parce que si tu veux, on va pas réserver une demi-heure à quelqu'un qui ne vient pas deux fois d'affilée, qui s'excuse pas de ça. On a une entreprise à faire tourner et on a des gens qui attendent leur rendez-vous depuis 15 jours, 3 semaines en moyenne. On peut pas se permettre de payer des collaborateurs à attendre une cliente qui vient pas à son rendez-vous de 4 heures prévu, quoi.
Oui, c'est clairement du chiffre d'affaires de perdu. Et aujourd'hui, sur vos calendriers sont pleins plus une ou plusieurs semaines Donc, à l'avance? ouais, je dirais pour le salon femme, comme c'est des prestations qui sont beaucoup plus longues, ils sont quasi complètes tout le long de l'année, allez, on va dire une quinzaine de jours à l'avance. Et pour le salon homme, donc le vendredi, samedi, c'est souvent plein une semaine à l'avance. Et en début de semaine, on va pouvoir trouver de la place relativement facilement, soit dans la journée ou le lendemain, ouais. Ok. Pour revenir sur les outils un peu digitaux, est-ce que toi, vous utilisez d'autres outils où il y en a dont tu veux parler qui te semblent utiles, qui te changent la vie? Alors moi, pour la profession, bah, forcément, j'ai un téléphone de qualité. Pour moi, c'est un iPhone, hein. Ça, je le change grosso modo tous les ans pour qu'il soit nickel. Mes collaborateurs, c'est pareil, ils ont tous leur téléphone et ils font leurs propres photos eux-mêmes aussi. Et après, on a un stabilisateur, tu vois, qui s'adapte sur Sur le iPhone? téléphone. Et ça nous, ouais, ça nous facilite bien la tâche quand on fait des selfies qu'on veut parler parce que c'est bien stable. Mais aussi dans nos déplacements, on a moins de montage vidéo à faire. La vidéo, elle est plus fluide et c'est pas une grosse dépense. C'est une dépense de 150 euros, mais franchement, moi, je le conseille, hein. Ok. Vous avez investi dans des micros aussi? Je sais pas si vous faites beaucoup de son. Micro, ouais, micro, j'en ai. Je m'en sers pas énorme, à part quand il y a du bruit environnant, mais c'est rare quand même. Mais sinon, micro aussi, ouais, on a ça. Alors, est-ce que tu aurais maintenant quelque chose qui n'a pas marché, quelque chose que tu aurais essayé, un échec sur ces 23 dernières années, quelque chose que tu referais pas ou tu conseilles de pas faire, que tu as pu faire le long de ces années? Bah écoute, vu le nombre de projets, vu le nombre comment dire, d'idées qu'on peut avoir, forcément, tu en as 10% qui vont marcher et 90% qui vont pas marcher. Maintenant, si tu veux, c'est pas forcément un échec, mais en tout cas, c'est une expérience de dire ouais, je l'ai fait, ça a pas marché ou c'était pas la bonne époque pour le faire. Et j'en tire les conséquences. Tu vois, passé un temps, par exemple, je m'étais dit, ouais, tiens, pourquoi pas une boutique de prêt-à-porter avec des marques qu'on trouve pas partout, qu'on trouve pas sur Internet, que des marques européennes pour hommes et tout ça. Et puis, en fin de compte, 2 ans après, je me suis aperçu que c'était vraiment pas la peine. Donc, j'ai fermé cet établissement. Après, tu vois, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, le concept sort. Combien de fois je me suis dit: «Putain, je pensais que ça allait cartonner, qu'on allait faire, des soirées, toutes les semaines», et puis en fin de compte, non, parce que les gens sont pas habitués à venir boire un verre dans un salon de coiffure ou à aller passer une soirée dans un salon de coiffure où c'est qu'il y a un bar. Donc du coup, on s'est résigné à ça et tout. Il y a plein de choses, tu vois, plein de choses qu'on a essayées qui ne marchent pas forcément ou c'est que tu y crois en tant qu'entrepreneur. Tu dis là: «Putain, j'ai une idée, ça va éclater tout le monde» et puis en fin de compte, tu t'es éclaté tout seul, quoi. Donc mais tu as pris du plaisir quand même à le faire, quoi. Donc moi, j'en reste là-dessus. J'essaye de rester positif et de rester à ma place. Mais en tout cas, d'essayer plein de choses. Et puis tu te dis: «Putain, cette idée-là, si je l'avais pas eue, bah, ouais, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait eu et j'aurais pas été le premier à le faire, quoi». Le mindset, c'est un peu qui ne tente rien à rien, quoi. Ouais, mais c'est clair, c'est obligé et plus tu vas prendre de risques, plus tu auras de je crois que tous les entrepreneurs à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois des émissions à la télé ou quoi, il y a des fois, tu as des gars, ils ont fait, 3 faillites d'affilée et en fin de compte, ils sont devenus quand même milliardaires au bout du compte, hein, parce que, bah, ils se sont remis en question, ils ont cramé, mais en fin de compte, ils ont cette conviction de dire: «Je vais réussir un jour, je vais faire quelque chose» et je dis pas que c'est facile, hein, loin de là. Comment tu te vois, toi, dans le futur? Dans 3, 5, 10, 15 ans? Est-ce que tu as pour objectif, d'ouvrir d'autres salons à Brive, dans d'autres villes? Enfin, c'est quoi un petit peu, ta vision, tes envies, en fait, Ouais, carrément. Ben si tu veux, en fait, nous, on est bien à Brive. J'ai pas la prétention de vouloir ouvrir d'autres salons ou quoi que ce soit ailleurs. Ça m'a jamais trop tenté, tu vois. Je suis pas dans ce business-là. Mais en tout cas, c'est de prendre du plaisir au quotidien, d'y être encore. Peut-être moins parce que c'est vrai que ça me prend vraiment beaucoup de temps sur ta vie perso à toi, hein. Donc, si tu veux, c'est aussi de conforter
d'aller sur des événements auxquels on a envie de participer, que ça soit avec l'équipe ou moi, quoi. Et de toujours progresser, de peut-être amener quelque chose encore de nouveau dans le salon, pourquoi pas du tatouage, pourquoi pas des choses comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, on se laisse vivre et on essaye de prendre du pied à y être au quotidien, quoi. Ok. Pour terminer, ma dernière question, c'était pour les commerçants qui nous écoutent. Si tu avais un conseil à donner à un commerçant qui est en place ou quelqu'un qui veut monter son commerce, ça serait quoi le conseil numéro un? Le conseil numéro un, c'est déjà la rigueur, de se dire ouais, on n'ouvre pas un commerce pour en ouvrir un et se faire plaisir. C'est dur en termes d'horaire, bah, c'est complètement particulier hein, parce qu'il faut y être, il faut avoir une présence physique. Après, c'est d'avoir une vraie idée et un vrai challenge à remporter en se disant bah ouais, ça sert à rien de faire ça parce que mon collègue d'à côté ça marche déjà et que je vais l'imiter et je vais faire la même chose. Moi, je pense que c'est pas ça, de se dire, ouais, quand tu es commerçant, bah, il va falloir que tu consacres une bonne partie de ta vie personnelle dans ton commerce. Faut pas compter tes heures, mais en même temps avoir des horaires aussi adaptés. Quand je vois encore des centres-villes où c'est que les commerces ouvrent à 10 heures, qui ferment à midi, qui reprennent à 14 heures et à 19 heures ils sont bouclés, je suis pas sûr que ça tienne dans le temps, quoi. Ok, ok, bah, écoute, c'est noté. Merci Nico pour ton intervention sur cet épisode. Et puis Merci, Florent. je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi aussi. À très vite. Allez, ciao, ciao. Ciao.